dermatologique, un examen ophtalmologique qui va permettre de retrouver les stries angioïdes de la rétine qui peuvent survenir même plusieurs années après le début des manifestations dermatologiques. Donc, que l'ophtalmo vous dise que l'atteinte ophtalmologique est normale ne permet pas de réfuter le diagnostic, bien sûr. Il faut savoir la surveiller parce que les patients peuvent faire également des hémorragies rétiniennes qui sont de pronostic pas bon pour l'œil. Donc, voilà ces stries angioïdes qui sont des lignes rétiniennes sombres et irrégulières qui émanent du disque optique. Et ici, vous voyez les hémorragies rétiniennes. Donc, la surveillance ophtalmologique est assez quand même importante pour cette pathologie. Les signes, il y a un micro qui est ouvert, je pense. Ou bien c'est dehors. D'accord. Donc, les signes vasculaires cérébrales qu'on peut avoir sont à type de rétrécissement progressif et occlusion d'une ou plusieurs artères cérébrales, une athérosclérose sévère avec sténose artérielle, tortuosité, syndrome de Moya-Moya. Vraiment, on peut avoir toutes les atteintes cardiovasculaires, surtout au niveau cérébral, qui sont possibles, responsables de complications, de manifestations cliniques que vous connaissez. Hein. Vous êtes des pédiatres, hein? Moi je suis dermatologue. Donc, autre signe qu'on peut avoir, c'est vraiment des hémorragies digestives, une claudication intermittente des jambes, maladie vasculaire artérielle périphérique, les poux palpables, rigidité des artères. Donc, vraiment des signes cardiovasculaires qui sont associés à cette symptomatologie de papules asymptomatiques. On fait l'histologie, aspect de fragmentation des fibres élastiques qu'on appelle l'électorésis, les stries angioïdes oculaires et ces atteintes cardiovasculaires. Au cours de la grossesse, on peut avoir des complications à type d'hémorragie digestive, d'épistaxis, d'hématurie ou d'hémoptysie. La prise en charge du pleusanthome élastique, globalement, c'est des mesures hygiéno-diététiques qui favorisent la santé générale et la forme cardiovasculaire tout au long de la vie. Donc, éviter tout ce qui augmente vraiment l'athérosclérose, éviter le tabac, le sport sans contact, natation et vélo, sport sans contact. Pourquoi? Parce que ça favorise des hémorragies. Lorsqu'on fait des sports de contact, les traumatismes favorisent les hémorragies. Le risque alimentaire, restriction de calcium alimentaire, 800 mg par jour maximum. Il ne faut pas dépasser ces doses-là. Maintenir un profil lipidique normal pour ne pas augmenter le risque cardiovasculaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, éviter les sports de contact pour le risque d'hémorragie rétinienne, les aspirines à éviter, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, le conseil génétique peut aider. Il s'agit d'une maladie autosomique récessive. Le patient et sa famille on doit comprendre qu'on a une chance sur 4 d'avoir un enfant atteint de pseudoxanthome élastique. Le dépistage prénatal est possible et l'évaluation du risque de portage génétique peut être proposée si la mutation a été décrite chez un membre de la famille. Donc, ensuite, après le pseudoxanthome élastique, une autre forme de pathologie du tissu élastique, c'est le cutis laxa. Le cutis laxa, qui est un groupe d'affections héréditaires rares, en réalité, cutis laxa, c'est juste un signe qu'il faut aller rechercher, l'étiologie. L'aspect de peau de cutis laxa, c'est la peau lâche. Cutis laxa veut dire tout simplement une peau qui est lâche, avec perte de l'élasticité. On avait dit que le tissu élastique sert en réalité au fait que lorsque la peau, on étire la peau, elle revient à la normale, c'est comme un ressort. Mais ici, du fait de cette anomalie de ce tissu élastique, l'absence carrément, il y a la peau qui est lâche, qui ne peut pas revenir à la normale. Donc, la peau est spontanément redondante, donnant un aspect de vieillissement prématuré. Il s'agit d'un groupe hétérogène et la gravité dépend des atteintes viscérales, du mode de transmission, avec essentiellement 3 types: les formes autosomiques dominantes,
qui ne sont pas associées en général à des atteintes viscérales sévères. C'est exceptionnel qu'on ait des formes autosomiques avec des atteintes viscérales sévères. Par contre, les formes autosomiques récessives sont très sévères avec des atteintes viscérales précoces et sévères, de même que pour la forme récessive liée au chromosome X. Donc ici, vous voyez, c'est un enfant de 8 ans. C'est comme si c'était un vieillard de 90 ou même 100 ans avec cette peau qui est ridée complètement, cette peau vieillie. C'est qui tombe, qui ne revient pas à la normale. C'est ça l'aspect de cutis laxa. Cet enfant qui a le visage d'un vieillard de plus de 80 ans. Voilà, la peau qui est là. Nous voyons qu'il y a énormément de nouveautés dans le diagnostic de ces cutis laxa, les formes autosomiques dominantes qui ne sont pas, mais retenez que c'est des formes qui sont en général sévères, pas sévères, qui ne sont pas associées à de grandes atteintes viscérales. Laxa, donc les personnes, la population en général, tandis que l'autre extrême, c'est les formes autosomiques récessives où c'est caractérisé vraiment par des atteintes viscérales avec une létalité très précoce. Et il y a aussi d'autres formes qui sont associées à des anomalies métaboliques, c'est les cutis laxa métaboliques. On va le voir tout à l'heure. Donc, voilà. Cutis laxa autosomique dominante, atteinte viscérale absente ou bénigne, l'espérance de vie grossièrement identique à la population générale. Les cutis laxa récessives liées à l'X, donc qu'on appelle encore le syndrome de la corne occipitale, c'est une forme légère de la maladie de Menkes, caractérisée par une dysmorphie faciale. Le visage, il est fin, les cheveux qui sont cassants. Le visage, en plus d'être fin, il est long. Le nez, il est crochu, bec de canard. Donc, vraiment un visage assez particulier. Les cheveux qui sont cassants avec une fontanelle, une grande fontanelle. Il y a un retard de croissance, une diarrhée chronique responsable de malabsorption. Donc, une hydronéphrose congénitale des diverticules urétraux. Des anomalies squelettiques peuvent être retrouvées, telles qu'une hyperlaxité articulaire. Mais le signe spécifique ici, on peut faire le diagnostic seulement avec la radio du crâne. Devant ce signe, on va rechercher l'exostophe de la corne occipitale du crâne. Donc, c'est des malades qui doivent bénéficier en réalité d'une radiosquelette. Donc, tous les os doivent être photographiés. Et on va voir spécifiquement sur le crâne ce signe spécifique qui est l'exostose de la corne occipitale du crâne, qui est associé à ces signes précédemment décrits, fait qu'on parle de syndrome de la corne occipitale. Donc, dans les formes autosomiques récessives, il y a différents types. Et le type 1 est caractérisé par sa gravité liée aux atteintes viscérales, atteinte cutanée précoce, retard de croissance intra-utérin, petite taille, dysmorphie faciale, déformation thoracique et rachidienne, un retard mental. La gravité est liée aux atteintes pulmonaires. On a des emphysèmes précoces, un pneumothorax, digestif, urologique, des hernies, diverticules vasculaires, des artères sinuleuses ectasiques, donc qui vont se rompre facilement. Donc, le type 2 de cette forme autosomique récessive de cutis laxa, en général, on a une peau lâche, donc un aspect de cutis laxa, mais qui épargne relativement le visage et avec une atteinte palmoplantaire, il y a un retard